À la une de l'actualité, quelle vie après le vaccin? 73% des plus de 75 ans ont reçu au moins une dose depuis le début de la campagne dans le département du Rhône. Alors qu'est-ce que ça change dans le quotidien de nos aînés? Ont-ils retrouvé plus de liberté? Reportage dans une résidence pour seniors. L'incertitude des jobs d'été, c'est le moment de chercher pour les étudiants, mais dans ce contexte de crise sanitaire, pas forcément évident de se projeter, même s'il y a des offres disponibles. Alors pour accompagner les jeunes, les villes de Bron et de Saint-Priest ont organisé un job dating aujourd'hui. Les suites de l'affaire Erail, la région a été condamnée par la justice à verser 10 millions d'euros au liquidateur de l'ancienne agence économique. Laurent Wauquiez dénonce la mauvaise gestion de l'ancienne majorité socialiste. Vous entendrez la réaction de Jean-Jacques Kéran, l'ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elles ont été les premières à avoir accès au vaccin en France. Les personnes âgées de plus de 75 ans font partie bien sûr du public prioritaire. Alors aujourd'hui, dans notre département, 73% d'entre elles ont reçu une dose. Un peu plus de la moitié est entièrement vaccinée. Alors est-ce que ça a changé quelque chose dans leur quotidien? Ont-elles pu retrouver leurs proches sans aucune crainte? Reportage dans une résidence pour seniors à Lyon, Mélanie Ferreira. Bonjour Edith, entrez. Floriane et Edith se retrouvent pour une partie de bridge. Cela fait partie de leurs habitudes, une fois par semaine. Oui, on l'a repris depuis, il n'y a pas très longtemps, quand même. 3, oui, à peu près, un mois. À partir du moment où il y a déjà eu les vaccins, où ça allait quand même un peu mieux. Les deux amies nonagénaires ont reçu leurs 2 doses de vaccin. Elles sont donc un peu plus sereines. Ça, c'est très important et on est rassurés. Rassurés, ce qui nous permet de faire venir nos petits-enfants ou d'aller les voir, bien sûr. Pourtant, le retour à la vie normale tant espéré devra attendre encore un peu. Au restaurant de la résidence, par exemple, c'est toujours une personne par table et elles sont espacées de 2 mètres. Et pour l'instant, la vaccination n'y a rien changé. On n'est qu'à 8 jours de la deuxième injection, mais nous envisageons sur courant mai, je dirais, d'assouplir un petit peu les règles. On réouvrira quelques espaces communs pour qu'ils puissent retrouver une vie commune et plus conviviale. Parmi les résidents, beaucoup attendent aussi avec impatience de pouvoir retrouver une liberté de déplacement totale et la fin de la limite des 10 km pour pouvoir revoir leur famille. La saison estivale va bientôt commencer. Il est temps de trouver un job d'été. Depuis plus d'1 an, les jeunes sont en grande difficulté. Vous le savez, notamment avec la fermeture des restaurants. C'est compliqué de trouver un emploi. Et pourtant, pour cet été, malgré les incertitudes qui planent toujours, il y a tout de même des offres à saisir. Alors, pour mettre en relation justement les jeunes et les entreprises de la métropole, les villes de Bron et de Saint-Priest ont organisé aujourd'hui un job dating. Corentin Marabeuf. Ali est loin d'en être à son coup d'essai. Ce matin, nouvel entretien d'embauche pour cet étudiant en droit. Malgré la crise sanitaire, ce jeune homme de 23 ans ne désespère pas de trouver un job d'été. Cette année, je ne vous cache pas, c'est pas évident parce que même durant toute l'année scolaire ou l'année universitaire, c'était compliqué d'avoir des jobs d'étudiants et tout. Et là aussi, pour les jobs d'été, c'est pas facile. L'étudiant s'est donc inscrit à la journée de job dating des villes de Bron et Saint-Priest. Dans ce centre social brondillant, 4 postes d'animateurs sont à pourvoir. Ce dating, il est vraiment fondamental et important pour les jeunes, pour leur permettre de pouvoir être dans une dynamique de recherche d'emploi. Et c'est ce qui fait cruellement défaut actuellement. La faute à des secteurs qui recrutent de moins en moins. Les villes de Bron et Saint-Priest ont donc dû unir leurs forces pour trouver des entreprises qui embauchent cet été. On a quand même moins de partenaires d'entreprises que les années précédentes, et nous et eux. Donc c'est vrai que si on l'avait fait chacun de notre côté, il aurait été plus restreint. Et si l'offre diminue, la demande, elle, continue d'augmenter. 160 jeunes se sont inscrits à cette journée de job dating. On sent qu'effectivement les jeunes étudiants ont besoin de travailler et qu'ils ont eu une année compliquée et difficile au niveau du travail des étudiants. Donc effectivement, il y a de l'engouement pour les jobs d'été. Et pour se donner plus de chances d'en trouver un, mieux vaut se tourner vers la grande distribution ou le secteur de l'aide à la personne qui sont en plein essor.
La région a été condamnée à verser 10 millions d'euros aux créanciers d'Erail. Erail, c'était l'association qui devait favoriser l'exportation des entreprises locales. À l'époque, souvenez-vous, la région Auvergne-Rhône-Alpes était présidée par les socialistes. Laurent Wauquiez remet d'ailleurs en cause leur mauvaise gestion. Il a porté plainte contre Jean-Jacques Kéran. Jean-Jacques Kéran qui a été entendu, lui, par la brigade financière de la police judiciaire de Lyon. C'était hier. Et ce soir, Lucie Young, l'ancien président de la région, se défend. Oui, Jean-Jacques Kéran, le président de la région, entre 2004 et 2015, il reconnaît que cette agence Erail pour entreprises Rhône-Alpes International, eh bien, cette agence, elle était en déficit depuis quelques années. Mais ces 10 millions d'euros, cette amende qu'il va falloir payer suite à la décision du tribunal, eh bien, selon Jean-Jacques Kéran, c'est indirectement du fait de Laurent Wauquiez, d'une décision de Laurent Wauquiez il y a 6 ans, décision de la droite, l'opposition à l'époque, de s'opposer au financement et au plan de soutien d'Erail qui devait être voté en 2015. Écoutez Jean-Jacques Kéran à ce sujet. Ce jugement aussi, et M. Wauquiez ne l'a pas lu, met en évidence que si Erail a cessé son activité, a dû licencier 140 personnes, c'est suite à la décision de refus de la subvention par la droite sur les ordres de M. Wauquiez en 2015. Donc M. Wauquiez voulait faire un coup politique. Et 6 ans après, il revient après avoir cassé la vaisselle pour nous dire que c'est de ma faute. Malgré tout, Laurent Wauquiez, il est catégorique, il ne veut pas payer l'addition. Pour lui, c'est à Jean-Jacques Kéran et l'ancienne majorité de réparer ces erreurs, des erreurs de gestion notamment, d'où sa plainte contre l'ancien président de la région pour prise illégale d'intérêt, favoritisme et abus de pouvoir. En tant que président de région, je refuse que ce soit le contribuable qui paye l'addition de la gestion socialiste précédente. Donc nous irons devant la justice pour demander que ce soit l'ancien exécutif qui soit en cause et qui soit responsable de payer cette dette et pas les contribuables de notre région. Enfin, ça n'a pas de sens. En tout cas, ce n'est pas tout de suite que les contribuables vont devoir payer cette dette puisque l'affaire n'est pas terminée. La région peut toujours faire appel de cette décision prise en première instance par le tribunal financier. L'ancien président socialiste Jean-Jacques Kéran qui dénonce par la même occasion, en tout cas, un coup de communication politique de la part de Laurent Wauquiez avec cette plainte déposée à moins de 2 mois des élections régionales. Le premier tour, on le rappelle, ce sera le dimanche 20 juin. Merci Lucie pour ces précisions. On en vient à présent au déplacement aujourd'hui dans la métropole de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui s'est rendu ce matin à Dessines puis à Bron pour évoquer la lutte contre les violences et les menaces faites aux élus. Ces derniers mois, plusieurs maires, vous le savez, de la métropole ont été directement visés. Ils ont également parlé des violences urbaines et notamment de la multiplication des rodéos et des tirs de mortier dans plusieurs communes de la métropole. Écoutez Gérard Larcher, il est au micro d'Olivier Jouglard. Ça ne peut pas se banaliser. Voilà pourquoi la réponse de la justice doit être particulièrement ferme sur ce sujet. Nous ne devons plus avoir de plaintes, quand elles sont fondées, qui soient classées sans suite. Et là, c'est prévu dans le texte que nous venons de voter, c'était prévu dans Engagement et Proximité, et les 2 gardes des Sceaux successifs ont envoyé des circulaires au parquet. Il faut considérer qu'à chaque fois qu'un élu est agressé et que les faits sont constitués, c'est la République qui est mise en cause. Et toujours concernant la sécurité, après des rodéos la semaine dernière, place Bellecour, une nouvelle vidéo a été postée aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Regardez, cette fois, on voit des motards sans casque ni plaque d'immatriculation sur la place des terreaux, au milieu des passants. Le maire de Lyon, interpellé, ça s'est passé sous ses fenêtres évidemment, par l'auteur de la vidéo qui lui demande quand il compte agir. Alors aujourd'hui, c'est Mohamed Chi, son adjoint à la sécurité, qui a réagi sur Twitter. Nos équipes de police et du centre de vidéosurveillance sont déjà mobilisés pour l'identification et l'arrestation des délinquants de la place des terreaux et de Bellecour. Nous ne laisserons pas passer ces attitudes, ni ici, ni ailleurs à Lyon. Mes équipes sont mobilisées pour mettre fin à ces agissements. Fin de citation.
Et on va terminer ce journal ce soir avec une pause musicale, un tête-à-tête entre un musicien de l'Orchestre national de Lyon et un soignant. Une rencontre virtuelle, bien sûr, mais qui permet au personnel d'HEH de faire un break au milieu d'une longue journée. Clémence Delarbre. Pour Héloïse, infirmière, c'est l'heure de la pause. Mais ce jour-là, c'est une pause musicale qui l'attend. Au programme, 15 minutes de musique classique jouée par une musicienne de l'Orchestre national de Lyon. Un moment hors du temps pour la jeune femme. J'adore la musique classique, j'adore l'opéra, j'adore l'orchestre et du coup moi ça me fait plaisir parce que c'est quelque chose où on ne peut plus avoir accès forcément en ce moment. C'est une vraie personne qui joue quand même un peu pour nous, on se sent un peu privilégié. Avec la crise sanitaire, les musiciens de l'ONL ont dû arrêter leurs concerts dans le service. Alors désormais ce sont des tête-à-tête musicaux virtuels à destination uniquement des soignants. Une petite parenthèse dans des journées très chargées, ça permet vraiment aux soignants de se changer un peu les idées. Et pour la première fois, au moins ils pensent à eux, parce que c'est vraiment un public qui donne beaucoup pour les autres. De l'autre côté de l'écran, dans son salon, c'est Emmanuelle Réville, flûtiste solo à l'ONL. C'est sans hésitation qu'elle a accepté ces rencontres. Il y a un vrai désir de partager la musique avec le public. Alors là, c'est une personne et puis c'est pas tout l'orchestre, c'est vraiment un tête-à-tête. On avait fait ça aussi avec des résidents dans des EHPAD. Des échanges très riches et très, très sympathiques. En tout, une dizaine de pauses musicales comme celle-ci sont prévues tout au long de la semaine. Et au vu de leur succès, elles pourraient même devenir un rendez-vous régulier.